Alors, première étape, choisissons le nœud de référence, le ground, la terre. Prenons ce point, il relie V0, I0 et le composant R2. Et en ce point, le potentiel est nul. N'est-ce pas? C'est la terre. Annotons les nœuds inconnus. Bien, ce nœud n'est pas inconnu, il est bien déterminé dans la mesure où la différence de potentiel entre ce point et puis la Terre, c'est V0. Ce point a un potentiel V0 plus élevé que la Terre. On a donc ici V0. Par contre, ce point est inconnu et nous notons EA, le potentiel électrique au point A. Appliquons la loi des nœuds en A. Le courant qui traverse la résistance R1 dans ce sens, c'est d'après la loi d'Ohm, la différence de potentiel EA moins V0 divisé par la résistance R1. Donc on a EA moins V0 sur R1 plus le courant qui traverse la résistance R2 dans ce sens, c'est EA moins le potentiel à la Terre qui est 0 sur la résistance R2 plus le courant I0 qui arrive au nœud A. Alors ce courant, il arrive, n'est-ce pas? Il ne sort pas. Et puisqu'il arrive, il a un signe opposé à celui de I1 et I2. Ou si l'on veut, la somme des courants sortants égale au courant rentrant. N'est-ce pas? Tout ce qui sort égale à tout ce qui rentre. Si on met EA en facteur, on a 1 sur R1 plus 1 sur R2 égale à V0 sur R1 plus I0. Et on en déduit que le potentiel en A, 1 sur R1 plus 1 sur R2, en rendant au même dénominateur, ça fait R1 plus R2 sur R1 fois R2 égale V0 sur R1 plus I0, de sorte que le potentiel en A, c'est R1 fois R2 sur la somme de R1 et R2 fois V0 sur R1 plus I0. Et on peut aussi écrire que EA, c'est en développant, les R1 se simplifient. Pour le premier terme, on aura R2 sur R1 plus R2 fois V0 plus R1 R2 sur R1 plus R2 fois I0. On voit que le potentiel en A s'écrit comme une combinaison linéaire des sources de tension et de courant du circuit. Voyez, on a EA égale à alpha V0 plus bêta I0, où les coefficients alpha et bêta ont été déterminés en fonction des composants des résistances du circuit, ici R1 et R2, n'est-ce pas? Donc ici j'ai R2 sur R1 plus R2, R1, R2 sur R1 plus R2. Le mot-clé, c'est qu'on a une combinaison linéaire des sources de tension et de courant. Et on peut généraliser ce résultat, n'est-ce pas? Il s'applique à tous les circuits dits linéaires. Si un système est linéaire, et c'est-à-dire si les composants de ce système se comportent linéairement, ont des caractéristiques tension-courant linéaires, et c'est le cas des résistances, n'est-ce pas? Vous savez, avec la loi d'Ohm, V égale à RI, et donc si je mets I en abscisse et V en ordonnée, eh bien on a une droite, on a un comportement linéaire. Si le circuit n'est composé que de résistances, qui sont des éléments linéaires, alors le système est lui-même linéaire. Et par conséquent, on peut montrer, c'est vrai, le potentiel en n'importe quel point du circuit s'écrit comme une combinaison linéaire des sources de tension et de courant de ce circuit. Et ce résultat est à la base d'une autre méthode que nous allons voir dans la prochaine section, qu'on appelle le principe
de superposition, ou la méthode de superposition. D'après le principe de superposition, pour calculer le potentiel en A, on peut regarder l'effet de la source de tension, V0, en annulant la source de courant, d'une part, et puis ensuite, on supprime la source de tension et on considère l'effet de la source de courant. Cet effet est mesuré par bêta, alors que le premier est mesuré par alpha. Et c'est la combinaison de ces deux qui nous donne, finalement, le potentiel en A. Okay? Alors, nous y reviendrons. Je prends ce point comme ma référence, naturellement. Donc, V égale 0. Et le potentiel inconnu, c'est bien entendu celui qui est mesuré en ce point. Alors, ce point a un potentiel V1 plus élevé que celui de la Terre. Donc, ici, j'ai V1. Et puis ici, j'ai un potentiel de V2 par rapport à la Terre. Et j'appelle EA le potentiel inconnu. Alors, la loi des nœuds en A, le courant qui traverse la résistance R1 dans ce sens, c'est EA moins V1 sur R1 plus le courant qui traverse la résistance R2 dans ce sens, c'est EA moins V2 sur R2. Et cette somme égale à 0. C'est la loi des courants de Kirchhoff. Alors j'isole EA en mettant facteur 1 sur R1 plus 1 sur R2 égale 1 sur R1 V1 plus 1 sur R2 V2. R1, R2 sur R1 plus R2 multiplié par V1 plus V2 ici sur R1 puis ici sur R2. Vous voyez qu'on voit encore que EA est une combinaison de V1 et V2, n'est-ce pas? C'est pas surprenant puisque le circuit est linéaire. Alors R1 se simplifie, donc ici j'ai R2 sur R1 plus R2 et ici j'ai R1 sur R1 plus R2. Alors ce coefficient c'est celui qu'on appelait alpha et puis ce coefficient bêta. De sorte que EA c'est alpha V1 plus bêta V2. C'est logique, c'est normal. Nous avons un circuit linéaire. Alors, supposons dans ce circuit que les résistances R1 et R2 soient égales. Donc, la même résistance dans les deux portions du circuit. Alors, EA s'écrit, puisque R2 vaut R, R1 vaut R, on a R sur 2R, ça fait 1 demi de V1, plus 1 demi de V2. Autrement dit, le potentiel en A, c'est la somme des voltages V1 et V2 divisé par 2. N'est-ce pas? Ça, c'est V1. V2 délivre le signal suivant, n'est-ce pas? Une onde carrée. D'ailleurs, qu'on va analyser dans notre cours sur la transformée de Fourier. Le potentiel mesuré en A, c'est la moyenne de ces deux. C'est une forme d'onde qui ressemble à quelque chose comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire comme application? Si on suppose que ces tensions sont en réalité des mesures d'un même phénomène et qu'on a des raisons de croire que d'une mesure à l'autre, on obtient des erreurs, donc il y a du bruit qui s'ajoute au signal mesuré, n'est-ce pas? Supposez qu'on ait un signal comme ça. Ça, c'est V1. Et puis, vous avez un autre signal du même phénomène, mais peut-être avec très peu d'erreurs. Je l'appelle V2. Et si vous faites V1 plus V2, je peux vous assurer que vous aurez quelque chose d'un peu plus lisse. N'est-ce pas? Vous aurez quelque chose d'un peu plus lisse. Et c'est parce que la moyenne d'un grand nombre de mesures débruite le signal. Donc,
On enlève le noise, comme on dit aussi. Et c'est un résultat qui provient de la statistique. En augmentant le nombre de mesures, au lieu de prendre deux mesures, V1 et V2, si on prend, disons, n supérieur ou égal à 30, donc avec un échantillon suffisamment grand, on montre que la moyenne arithmétique de n mesures tend vers ce qu'on appelle une loi normale. Et la variance, l'erreur, est la variance des mesures individuelles divisée par le nombre de mesures. Vous voyez donc qu'on diminue l'erreur puisqu'on la divise par n en faisant la moyenne. Notre circuit, il n'a que deux résistances. Comment obtenir n égale à 30? Eh bien, c'est très facile. Il suffit d'ajouter, n'est-ce pas, une autre résistance avec ici une tension. Ça fait 3, mais je peux encore ajouter une autre résistance. Ça fait 4. Je peux encore ajouter, n'est-ce pas? Donc, je peux le faire 30 fois. Et si vous pensez que le résultat n'est pas le même, appliquons la loi des nœuds. Alors, je prends le cas de n égale à 3. EA moins V1 sur R1 plus EA moins V2 sur R2 plus EA moins V3 sur R3 égale à 0. On suppose que toutes les résistances sont égales. Donc ici, j'ai R, R, R. Et si on résout cette équation, eh bien, on obtient EA égale V1 plus V2 plus V3 divisé par 3. Donc, on obtient la moyenne de 3 signaux. On va le faire un grand nombre de fois et c'est là une application du traitement du signal. Et c'est-à-dire qu'on va enlever du bruit, on va soustraire le bruit lors de la mesure d'un phénomène.